Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de l'Académie de l'Opéra. Donc nous vous proposons aujourd'hui un deuxième épisode, toujours en présence de Sophie Franck. Très attendu le deuxième épisode. Oui, qui nous a été demandé effectivement. Réclamé à corps et à cri. Puisqu'on va parler du corps et des cris. Tout à fait, très très bonne entrée en matière. Effectivement, aujourd'hui on vous propose un sujet donc, qui s'appelle de la naissance à l'épanouissement du son. Donc c'est un sujet que tu as choisi parce que ça semblait donc de te tenir à cœur, de parler de ça. Alors pourquoi justement avoir choisi ce sujet ? Alors parce que c'est mon chemin de vie. En réalité, c'est réellement le chemin de vie qui s'est imposé à moi. Mais qui s'impose pas seulement à moi, je pense qu'à l'humanité entière, puisque nous sommes tous appelés à chanter, à nous exprimer, à utiliser notre voix. Et c'est un sujet qui me tient très à cœur parce que la voix sauve, la voix guérit, la voix nous permet d'exprimer le tréfonds de notre âme, nos états d'âme, nos souffrances, mais aussi nos joies, et c'est très important de toujours bien équilibrer. C'est important de parler de nos peines, mais aussi de nos joies. Et voilà, le premier jour du printemps appelle ce renouveau. Super, donc dans la naissance du son, il y a cette idée d'origine. Justement, où est-ce que tu situes un petit peu l'origine du son ? Tu parlais du cri justement tout à l'heure. C'est un vaste sujet, mais... C'est un vaste sujet, c'est magnifique parce qu'en fait, le fait de se poser la question quelle est l'origine du son, on remonte à l'origine du monde. Et l'origine du monde, c'est avec le Big Bang, ce premier souffle, cette impulsion d'énergie, de force, qu'elle soit spirituelle ou pas, quelle que soit son origine, il y a ce mouvement. Et la naissance du son, c'est précisément cette naissance du mouvement en nous. C'est-à-dire à quel moment va naître réellement le son et comment, par quel truchement les cordes vocales vont se mettre en mouvement. Alors ça c'est l'aspect physiologique, mais ce qui est très intéressant, c'est toute la démarche qui précède finalement, parce qu'on doit aller chercher au fond de soi. Et quelle profondeur, parce que chaque être, chaque personne, chaque vécu et chaque moment de la vie aussi appelle à une profondeur différente. On peut être dans une étape de vie, on est plus dans la légèreté, et d'autres étapes de vie, on va plus aller puiser au fond de soi dans des résonances plus profondes, des fois plus sombres aussi, des parts d'ombre de nous-mêmes, pour justement aller vers la lumière. Et je trouve que c'est très intéressant. Tout ce processus, pour moi, est très alchimique. C'est vraiment de l'alchimie. C'est encore mieux qu'une pierre philosophale, parce que finalement, c'est pas de la matière. On est dans l'immatérialité et dans l'intemporalité. Et ce que j'aime beaucoup avec le son, alors ça, c'est une réflexion qui m'est venue il y a quelques années, en parlant je parlais des arts, et je trouve que c'est extraordinaire de juxtaposer les arts puisqu'ils se complètent à merveille. Et souvent, on a cette ouverture vers le son, mais également vers les couleurs, la peinture, etc. Toutes les formes d'expression. Mais la grande différence, c'est que l'art plastique est un art qui est, à un moment donné, l'objet est créé, et donc il reste dans l'éternité. On peut dire que il reste figé. Par contre, le son est intemporel, il est éphémère. Alors il y a un côté aussi terriblement illusoire, un peu peut-être même effrayant, de se dire tiens, ça y est, j'ai réussi à faire un son magnifique. Il est parti. Et personne l'a entendu. Oh ben mince. Et donc du coup l'ego lâche prise, parce qu'il se dit du coup je veux pas devenir célèbre grâce à ce son, quoi. Est-ce que je vais pouvoir le reproduire de nouveau? Est-ce que je vais retrouver ce son? Et je trouve ça extraordinaire de se rendre compte de la fragilité de cet instant, c'est-à-dire que chaque instant appelle un son différent. Oui, et aussi ce qui est intéressant de ce qui ressort dans ce que tu dis, c'est que c'est vrai que quand on parle du son,
on pense au sens de l'ouïe. Alors là, tu parles beaucoup de perception interne, du sensoriel, et puis on nous dit beaucoup aussi quand on apprend à chanter que si on ne s'entend pas, finalement, c'est positif. Donc il y a aussi quelque chose qu'on contrôle pas parce que finalement, ce son qu'on a produit, on sait pas vraiment ce que c'est. Et du coup, est-ce que tu peux parler de ces sensations, de ces mouvements justement? Comment est-ce qu'on produit finalement un son qui est libre? Est-ce qu'on peut parler aussi d'un son pur, selon toi? On pourrait. On pourrait. Alors là, Marie, tu ouvres une boîte de Pandore. Parce que c'est carrément aller plonger au fond du puits. C'est un voyage dans l'espace. C'est un voyage dans l'espace pour moi, l'expérience du son. Parce qu'elle ne nous appartient pas, justement. C'est pas comme un objet créé, c'est de l'immatérialité. Et donc, c'est quelque chose qu'on va aller chercher au fond de soi. J'aime bien cette question que tu me poses parce qu'en fait, effectivement, pour moi, c'est une expérience, le son. Et donc, je vais m'attacher plutôt à ce volet-là. C'est une expérience à l'intérieur du moi. C'est une rencontre avec le moi profond. C'est aussi, c'est un travail sur l'ego qui me permet de me débarrasser de toutes ces aspérités, de toutes ces choses finalement qui luttent en moi-même, qui luttent parce que voilà, on a des désirs, on a envie, on dit un jour je serai célèbre, et en fait on se rend compte ben ça c'est illusoire et ça n'arrivera pas, ou ça n'arrivera pas forcément comme je l'ai attendu. Et donc tout ça amène à une humilité incroyable. Et à ce moment-là, au moment où on accepte cette humilité, c'est un peu comme dans la carte du tarot du mât qui prend son baluchon et il part. Et il part à la rencontre de lui-même. Il part dans un voyage au fond de lui. On retrouve ça dans la Bible avec le Lech Lecha, qui veut dire « va vers toi-même ». C'est-à-dire, c'est un voyage à l'intérieur de soi. Et comme disent les orientaux, c'est-à-dire d'aller d'abord au fond de soi pour réparer l'univers. Donc j'aime beaucoup cette idée que le son est un voyage intérieur, est un voyage, permet ce voyage, invite à ce voyage au fond de nous-mêmes. Et alors il y a plusieurs questions qui me viennent, mais avant de revenir sur un peu le voyage et justement comment aussi est-ce que finalement il s'enclenche, etc. Il y avait aussi sur justement la terminologie, le choix du mot son en lui-même et pas chant. Je trouve que c'est intéressant parce que le chant, justement, ça appelle tout de suite aussi dans l'imaginaire à quelque chose de beau. Or là, quand tu parles du son, on pourrait presque aussi le traduire par bruit au départ. Finalement, on fait un bruit, on fait un cri, c'est pas forcément quelque chose de beau, on n'y met pas quelque chose de volontaire, etc. Et donc, oui, comment est-ce qu'on commence aussi à produire un son? Comment est-ce que tu amènes les gens justement à produire un son qui n'est pas forcément quelque chose de beau, Surtout pas beau. Parce que si on fait du beau, on fabrique. Et en fait, l'idée, c'est d'aller plutôt vers l'essence, vers alors effectivement, tu me parlais de la question de la pureté, c'est presque un jugement de valeur, la pureté, parce qu'on se dit, pur, ça voudrait dire un son parfait, ou est-ce que c'est un son pur parce qu'il est brut, à l'état brut, c'est-à-dire non travaillé. C'est vrai que cette question se pose effectivement. Je pourrais peut-être pas forcément y répondre, mais la question est intéressante parce qu'en fait, je pense que ces petits podcasts sont là effectivement pour se poser des questions entre nous, mais aussi chacun de son côté est invité finalement à répondre à ces questions. Comment lui le vit à l'intérieur de lui-même. Alors effectivement, tu parlais du bruit. Alors c'est intéressant parce que à un moment donné, il y a une 40aine d'années, quand ma mère a fait le passage entre danseuse et chanteuse, elle a commencé à chanter un peu partout, elle a fait une carrière internationale assez rapide, mais elle est décédée jeune, donc effectivement, j'ai eu un très bref moment de ma vie, ma maman à mes côtés, mais elle était aussi pédagogue, et à un moment donné, elle parlait toujours de dissocier. Elle disait, pour comprendre quelque chose, il faut le dissocier avant de l'associer à nouveau.
Et c'est très intéressant parce qu'on parlait de la barater la dernière fois. La barater qui est donc cette approche physique. Et c'est intéressant parce qu'on dissocie les mouvements pour les réassembler après. On va dissocier la respiration, droite-gauche, en haut, en bas. On va dissocier tout ça. Et après, hop, on va les remettre ensemble. Avec le chant, c'est exactement la même chose. Et c'est en fait une recherche que j'ai faite il y a quelques années en me disant mais quel est le noyau du son? Et le noyau du son, c'est pas le chant, c'est pas la voix, c'est pas encore la voix. C'est pas non plus des couleurs, ça c'est l'artifice, c'est la couleur qu'on va donner. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller chercher un son qui sort de la caverne de mon âme, qui sort de cette animalité, de ce côté primaire qu'on a, puisqu'on va parler du cri primaire. C'est toi qui vas peut-être en parler le mieux. Mais effectivement, il y avait dans les années 70-80 cette mode. C'était en 70, je crois, qui est sorti, mais tu en parleras. Et justement, c'était d'aller chercher ce cri libérateur qui va au fond de nous. Et moi, là, je me détache très rapidement du cri parce que il m'interpelle un peu moins, bien que quand on a des bleus à l'âme, ce sont des cris plus que des sons, des chants. Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, ce son, il va prendre naissance vraiment très très bas en nous. Et quand je dis très bas, je descends tous les chakras, tout mon axe, je vais descendre point par point. C'est vraiment une visite un peu en spirale comme ça à l'intérieur de nous. On descend, et on va arriver un peu comme le serpent d'Hermès. Moi j'aime bien ce logo des médecins avec le serpent, avec cette énergie qui monte, mais elle vient bien d'en bas, elle vient du chakra sacré. Et ce siège sacré, c'est le siège de notre âme, c'est le siège de nos mémoires, de toutes nos mémoires. Et c'est impressionnant parce que les peurs, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce chakra. Et puis après, on va petit à petit monter. Alors vous allez me dire, oui, mais on chante pas avec ça. Pour l'instant, c'est juste l'énergie. C'est une énergie qui monte et qui concilie. Alors c'est très intéressant, qui concilie en même temps notre part masculine et notre part féminine, c'est-à-dire le yin, le yang, nos opposés, notre ombre, notre lumière, nos lumières et nos ombres plutôt, parce qu'on en a quand même de nombreuses. Et tout ça pour remonter à la surface, pour aller visiter notre chakra solaire, du plexus, ouais. Voilà, le plexus solaire, le plexus du cœur qui va nous ouvrir vers l'émotionnel, et puis après, et bien évidemment, le chant, etc. C'est passionnant, le voyage du son. Mais alors, il y a une autre question qui me vient justement par rapport au cri. Donc, effectivement, je précise quand même que c'est une théorie. Donc, c'est la théorie d'Arthur Janov qui avait été développée notamment dans son livre Le cri primal et qui a fait aussi l'objet de dérives et qui a été controversée, etc. Il n'empêche que c'est intéressant cette idée du cri libérateur parce que c'est quelque chose qu'on inhibe aussi un petit peu dans nos sociétés. On a le langage, mais est-ce que le langage permet vraiment de tout exprimer? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu ces extrêmes entre le monde de l'opéra qui peut paraître très sophistiqué, très parfois, je sais pas comment dire, mais normé, enfin voilà, et finalement aussi cet aspect beaucoup plus primitif de la pratique, de la découverte aussi du chant lyrique et finalement comment c'est une remarque mais peut-être que tu pourras développer mais comment ces deux pôles finalement s'associent. Ils s'associent très bien parce qu'en réalité ce monde qui a l'air tellement codifié, tellement parfait, puisqu'en fait ce qu'on livre au public c'est une quête, c'est le résultat d'une quête de la perfection, mais en réalité pour l'acteur-chanteur il va véritablement aller dans la glaise de lui-même. Il est pas dans les paillettes et il a peut-être une très belle robe, un très beau décor, des très belles lumières. Au-delà de ça, le chanteur, il va vraiment aller
dans le tréfonds de lui-même. Ça se voit d'ailleurs quand on entend tous ces anciens chanteurs, Corelli, etc. Et on dit, oh, ouais, ils chantent avec leurs tripes. Mais oui, ils chantent avec leurs tripes parce qu'ils vont aller le chercher au fond d'eux. Ils vont aller chercher cette énergie, cette émotion. Et pour aller la chercher, il faut l'avoir quand même vécue. J'aime bien cette idée de l'orange. Hein. Je peux vous parler d'une orange, mais si vous n'avez jamais goûté une orange, ça va être compliqué de l'imaginer. Et en fait, le chanteur, il doit restituer quelque chose qu'il a expérimenté. Et alors, justement, comment est-ce que on expérimente tout ça? Parce que c'est vrai que, alors on entend aussi beaucoup parler de gourous, etc., dans l'apprentissage du chant. Mais c'est vrai qu'on a des blocages émotionnels parfois parce que de chanter, ça demande d'enclencher de la respiration, d'ouvrir des espaces, etc. Et justement, comment est-ce que quand on accompagne quelqu'un dans la découverte de son instrument, etc., comment est-ce qu'on arrive finalement parce qu'on ne peut pas forcer les gens à faire ce voyage, donc qu'est-ce que... On le suggère, en Oui, fait. ok. On suggère parce qu'on respecte l'autre. Hein. C'est très important en tant que pédagogue. On parlait de la pédagogie la dernière fois. La pédagogie, c'est vraiment le respect de l'autre. Pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette phrase « tout par amour, rien par la force » parce que elle résume tout à fait la pédagogie. C'est-à-dire qu'on suggère à l'autre, on lui montre le chemin, on lui montre quels sont les outils dont il pourrait disposer. Tout le monde ne va pas les prendre, sinon on ferait des clones. C'est pas intéressant. On veut pas faire des clones. On veut pas 36 000 Céline Dion. On veut des gens qui sont révélés dans leur propre individualité et dans le respect de leur être et de leur incarnation, parce que on doit pas couper ça de nos incarnations. C'est-à-dire pourquoi est-ce que je suis ici, maintenant, dans cette vie, en train de faire ça et ça? Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Pourquoi il y a des blocages? Mais parce que je suis sur un chemin de vie où je dois apprendre à me défaire de ci et ça, ou à construire ça et ça que je n'ai pas construit. Donc c'est très intéressant, parce qu'au final, la pédagogie, pour moi, est là pour une simple suggestion, pour donner elle est là pour dessiner un peu des images qui pourraient être après utiles pour le chanteur. D'accord. Et du coup, comment est-ce que comment est-ce que, du coup, en tant que pédagogue, quels outils est-ce qu'on met à disposition? Comment est-ce qu'on peut traduire ça d'une manière un peu plus concrète aussi pour des personnes un peu plus cartésiennes, on va dire, qui nous écouteraient? Alors toi, Marie, tu me connais bien, tu sais que j'ai plein de petits outils dans mon armoire, et tout d'un coup je sors un truc, une paille, un ballon, j'ai plein d'outils, parce que j'aime beaucoup l'expérimentation. Et quand la personne expérimente, c'est pas à moi de mettre les mots. Je demande à l'élève, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vécu en faisant telle et telle chose? Et donc, l'idée, c'est aussi de proposer à la personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour ne ressemble pas à un autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ressens rien. Bon, en toute honnêteté, non, je sens rien. Et puis, peut-être que demain, je reviens, je dis, ah, mais en fait, voilà, maintenant, je comprends. C'était ça. Et ce sont des petits déclics. Et tout ce chemin est fait de petits déclics. C'est ça que je trouvais passionnant avec le chant. Mais effectivement, alors des outils, il y en a plein. Des outils pour travailler le souffle, des outils pour travailler la voix, pour travailler le soutien du souffle, qui sont très différents du débit du souffle, le soutien du souffle, la air pressure, donc la pression, la compression du souffle, le lâcher de cette compression. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, voilà. Et ça rejoint bien, enfin tu parlais de spiritualité, et j'aime bien aussi revenir parfois à l'étymologie des mots, parce que son étymologie, on trouve à la fois l'esprit, donc l'aspect immatériel, mais aussi le souffle. Et donc dans le chant, il y a bien ces deux pôles qui vont ensemble. Effectivement, le travail du souffle, c'est finalement un travail de la respiration,
qui est complexe parce qu'on a différents espaces aussi. On peut respirer plus ou moins à différents endroits, entre guillemets. Absolument. Et donc Et voilà. tous sont justes. Il n'y a rien qui est faux. C'est-à-dire que souvent, alors c'est vrai que moi, je vais, on va dire, prioriser la prise de souffle abdominale. On s'entend bien, c'est le bas des poumons, c'est pas l'abdomen qui respire, mais on va faire une relâche musculaire jusqu'en bas, jusqu'au plancher pelvien, parce que justement, c'est pour trouver cette verticalité, c'est ce mouvement vertical. Après, bien entendu, on va utiliser aussi la respiration intercostale, etc., mais c'est dans un deuxième temps, et elle doit pas prendre le dessus sur la verticalité. Parce que sinon, elle risque un peu d'empêcher justement cette verticalité. Et oui, c'est ça qui est extraordinaire avec eux. Et le souffle et le son vont bien au-delà de nous. On va les chercher vraiment au fond de la terre, au centre de la terre. On va chercher cette énergie, on la monte à travers les pieds, elle monte à travers nos jambes, elle monte à travers notre corps. Elle suit notre souffle. C'est le souffle qui va se transformer en son. Et ce son va s'enrichir d'harmonique et de résonance qui va aller bien au-delà de nous puisqu'il va partir dans le cosmos et dans l'infini et qu'il ne nous appartient plus. Et voilà, c'est extraordinaire. Et le passage justement dans ces résonances de tête permet aussi aux chanteurs de ne pas se faire mal. Absolument. Et ça fait, enfin, et de garder la verticalité. Oui. Et ça ressemble aussi bien à une forme de sublimation de ce qui pourrait être au départ quelque chose qui pourrait faire mal et qui en fait avec le souffle et avec l'utilisation de tous ces espaces produisent du plaisir aussi. Il faut on produit de l'ocytocine là. Oui. Et de la dopamine, beaucoup de dopamine. Oui. On est toujours très en forme après le cours de chant. Ah, ça c'est sûr. Et ça, donc on s'est intéressé à l'origine, un petit peu, voilà, mais il y a un deuxième aspect dans le sujet que tu as proposé, c'est l'épanouissement du son. C'est tout un sujet, ça, Marie. Oui. Oh, l'épanouissement du son, il mérite un podcast à lui tout seul. Je crois que oui. Alors, merci Sophie. On va s'arrêter là. Donc pour aujourd'hui, on fera une deuxième partie pour ce podcast qui prend un petit peu plus longtemps que prévu. J'explique juste pour les personnes qui nous écoutent que voilà, on propose un format de 20 minutes parce qu'on a des contraintes, etc. Donc autant expliquer, voilà. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On vous remercie beaucoup de nous avoir écouter. On espère que voilà, toutes ces réflexions sur l'origine, sur la production du son, du souffle vous a plu et on parlera d'une deuxième partie donc sur l'épanouissement dans notre prochain podcast. Merci beaucoup. Merci Sophie. À la prochaine fois.